YouTube, voilà, c'est ma toute première vidéo. J'en ai parlé sur les réseaux depuis quelques temps sous le nom de Low Mystery. Voilà, j'avais dit, chose promis, chose due, que je sortirais une vidéo sur le couple emblématique Warren, que vous devez connaître plus ou moins. Si vous aussi vous êtes intéressé par leur histoire, n'hésitez pas à regarder ma vidéo. Tiens à préciser que tout au long de la vidéo, je risque de vous le dire assez souvent, n'hésitez pas à me laisser des commentaires positifs ou négatifs. Pour moi, c'est hyper important, ça restera constructif et croyez-moi, ça déterminera ou non si je continue mes vidéos ou pas par la suite. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'y ai pas mal travaillé. Après, comme je vous dis, ça a été un plaisir pour moi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et c'est parti. Notre histoire commence par Edward Warren Miney, né le 7 septembre 1926 à Bridgeport, situé dans le sud-ouest du Connecticut aux États-Unis. Edward Warren Miney, plus connu sous le nom de Ed Warren, vivait avec ses parents et sa petite sœur. Le père de Ed était à l'époque policier. C'était une famille très cartésienne. Ils avaient donc toujours des explications logiques à tout ce qui se passait. Une famille qui était très catholique. On dit que Ed Warren eut un intérêt pour le paranormal très tôt, vers l'âge de 5 ans. Il a expliqué avoir vécu au sein d'une maison hantée déjà dès son enfance, jusqu'à environ ses 12 ans. Et ce qui y vécut lui inspira sa future vocation. Quand Ed expliquait ce qu'il ressentait à son père ou même à sa mère, il ne le croyait pas en fait, clairement. On sait qu'au final, ni les recherches de Ed personnellement, ni ce qu'avait dit son père, ni ce qu'il avait pu savoir ou voir ne lui a permis de répondre à toutes les questions qu'il avait. Il a donc continué à vivre comme ça pendant des années. Par exemple, Ed disait qu'il entendait la canne de son grand-père décédé, qui voyait des choses, qu'il entendait des choses bizarres. Ed disait avoir ressenti des changements de température au sein même de la maison, pièce qui venait soudainement glaciale. Il y a énormément de choses qu'il dit avoir ressenti, avoir vécu au sein de cette maison durant toutes ces années. Ce n'est qu'à l'âge de 16 ans que Ed trouva un emploi en tant que guichetier au Colonial Theatre de Bridgeport et que sa vie changea. En effet, c'est sur cet endroit-là et cette même année-là qu'il rencontra sa future partenaire et sa future femme, Lorraine Warren. On va parler maintenant de Lorraine, on va déjà parler, voilà, comme je vous ai dit, un peu des deux, et puis après on parlera de leur histoire ensemble. Lorraine Rita Moran est née le 31 janvier 1927, donc un an après Ed, également à Bridgeport dans le Connecticut. Elle vivait dans une famille de 3 enfants, c'était une famille également très religieuse, comme je vous dis, c'était très courant à l'époque. Lorraine a même fait ses études dans une école avec les bonnes sœurs, le Laurelton Hall à Milford, aussi dans le Connecticut. Elle savait qu'elle percevait des choses que les autres ne voyaient pas, mais c'était plus fort qu'elle. Elle décida un jour donc de se confier à une bonne sœur en lui disant qu'elle vivait des choses étranges, et elle se serait même fait virer de l'institut par la suite, à tel point que personne ne la croyait. Easy. It's not easy, you know. You know, you see things and experience things. Lorraine a toujours dit avoir voulu être comme les autres. Elle a donc gardé ça pour elle et elle l'aurait donc refoulé un petit peu pendant toutes ces longues années. Et pareil que Ed, elle a vécu avec ça au fond d'elle pendant toutes ces années. Je trouve ça tragique. C'est donc à l'âge de 16 ans que Ed et Lorraine se rencontrèrent en 1943. Lorraine venait au théâtre avec sa mère. À 17 ans, Ed entre dans l'US Navy, c'est durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est lors d'une de ses permissions que Ed et Lorraine se marièrent. Alors j'ai lu plusieurs choses sur cette permission. À 10 ans, le bateau de Ed aurait coulé, du coup il serait rentré chez lui pour faire ce mois de permission, et c'est à ce moment-là qu'il se serait rendu compte que voilà, un an après seulement, Lorraine serait la femme de sa vie. Ed repartit quelques mois et il a pris quelques temps après qu'il allait devenir père. Il prend alors une autre permission afin d'assister à la naissance de sa fille Judy Warren. Et ça restera leur seule fille unique. Il y a très peu d'informations concernant Judy. Ce qu'on sait, c'est que
Elle vit toujours à Monroe, voilà, je vous expliquerai. Elle s'occupe du musée, que vous comprendrez aussi par la suite. C'est tout ce que je sais d'elle. Voilà, j'ai quelques photos comme vous voyez. Après, c'est tout. À son retour de l'armée, Ed entame une voie dans l'art au Perry Art School et seulement 2 ans après, il arrête. Il disait qu'il s'ennuyait en cours et qu'il peignait mieux que les professeurs. La peinture était par la suite leur moyen de revenu principal. Il vendait un peu ses tableaux de partout. Très vite, son intérêt pour le paranormal a repris le dessus et ses questions sur son enfance, sur les événements qu'il a vécus pendant toutes ces années sont restées dans un coin de sa tête. Ed s'est mis à peindre des maisons hantées. Alors voilà que je vous explique un petit peu sa pratique, c'est comme ça. Voilà, ils n'étaient pas connus. Dites-vous bien qu'ils n'étaient pas connus à l'époque. Ils n'avaient aucune notoriété, on ne parlait pas d'eux. Donc, comment entrer dans les maisons? Ed voulait tout simplement voir s'il se passait les mêmes choses chez lui, chez les autres. Lorraine, elle était toujours sceptique à tout ça. Ce sentiment en elle, elle l'a refoulé, donc forcément pour elle, c'était pas normal. Enfin, ouais, elle y croyait moyennement. Ed, lui, il prenait un tableau, il allait devant cette maison qui était soi-disant hantée, où il se mettait à peindre, écoutez bien, la maison. Dans ses toiles, il paraît qu'il peignait la maison, voilà, très bien, et il faisait comme si des fantômes s'y émanaient. C'est comme ça qu'ils ont eu accès à la plupart de leurs futures enquêtes. Ils avaient environ la vingtaine lorsque Ed eut une idée. À cette époque-là, le couple célèbre n'étant toujours pas connu, il demanda à Lorraine de l'accompagner sur les lieux où il peignait les maisons. Lorraine, au départ, elle était toujours sceptique, comme je vous ai dit, mais elle suivait malgré tout la nouvelle idée de son mari. Ed se postait toujours devant ses maisons, bien en évidence, il peignait le tableau et Lorraine, après ça, prenait le tableau, allait frapper à la porte chez les gens dans ces fameuses maisons et elle leur disait voilà, mon mari a peint ça pour vous et il pense que chez vous il y a des fantômes, je vous l'offre. C'est comme ça que les familles, en général, quand on leur donne un cadeau comme ça, ils avaient besoin de se confier et les Warren entraient en général dans les maisons et arrivaient à discuter avec les familles et arrivaient à faire quelques petites enquêtes. Ça pourrait ressembler à de la curiosité mal placée. Mais en réalité, Ed, il a bien expliqué par la suite que toutes ces recherches-là, il les faisait parce qu'il avait besoin de réponses personnelles et c'était le seul moyen pour eux de rentrer en contact avec les personnes. Un jour, Ed peignait une certaine maison, The Ocean-Born Mary House, et on dit que c'est ce jour-là que Lorraine redécouvrit ses talents de médium et de clairvoyance. Alors qu'Ed, à son habitude, faisait son tableau du trottoir, Lorraine décida d'entrer dans la maison. Et c'est à ce moment qu'elle dit s'être sentie sortir de son corps et elle a eu un fort sentiment de désespoir qui l'aurait envahie. Elle ne pouvait nier son don de médium et ce fut un moment marquant dans sa vie. Ça jouera un rôle important dans sa future implication dans les enquêtes. 10 ans après leur rencontre, Ed et Lorraine Warren habitent dans une petite maison à Monroe, toujours donc située dans le Connecticut. En 1952, ils fondèrent ensemble la Société parapsychologique de la Nouvelle-Angleterre, je vous le dis pas en anglais, j'y suis pas arrivée. Et la même année, ils emménagèrent dans leur sous-sol même de leur maison le fameux musée Warren's Occult Museum. Il y renferme les plus célèbres objets dits hantés des couples Warren, dont la fameuse poupée Annabelle. Lorraine a expliqué qu'un prêtre, lui, venait régulièrement bénir les lieux à tel point c'était un lieu hanté. Ed dit, lui, que c'est l'endroit le plus hanté du monde. En 1965, un cas changea la façon de voir des Warren. Ce fut un tournant important dans leur façon de voir les choses en fait. Ed et Lorraine allèrent, comme à leurs habitudes, rendre visite à une famille et Lorraine ferait entrer en contact avec un esprit pas tout à fait comme les autres. Cet esprit s'appellerait Cynthia, ce serait l'esprit d'une jeune fille qui errait sur Terre en fait à la recherche de sa maman.
On dit que Lorraine serait rentrée dans une espèce de transe. C'est un contact qui a bouleversé, mais vraiment bouleversé le couple. C'est à ce moment-là qu'ils comprirent que leur mission n'était pas seulement de comprendre les événements, et c'était aussi de venir en aide aux esprits dans le besoin. Le problème qui se posa, c'était qu'ils n'avaient aucune idée de comment faire, et Ed aurait donc décidé de parcourir le monde et aurait questionné plusieurs prêtres. La religion étant très importante pour eux, ils savaient forcément des choses sur le surnaturel. Même pendant leurs enquêtes, je vais vous parler brièvement un peu de leur manière de travailler sur les enquêtes. Après ça, ils faisaient usage de la religion à chaque fois. Ils portaient sur eux un médaillon, je crois que c'est le Padre Pio. Ils emmenaient avec eux des crucifix, de l'eau bénite. Et en premier temps, ils écoutaient les familles, faisaient le tour de la maison, menaient un petit peu leurs investigations, et s'il n'y avait aucun résultat, Ed changeait un petit peu de façon de travailler. Il faisait sortir parfois les gens, parce que ça pouvait être un petit peu dangereux, les esprits réagissaient pas très bien. Et à ce moment-là, il faisait usage donc de la religion, et selon eux, plus ils employaient des termes bibliques, plus ça mettait l'entité en colère, et donc plus il y avait de résultats. Il y aurait 5 phases de possession, donc ça c'est tout fait autour de la religion également. Donc il y aurait la permission, donc le fait de laisser entrer un esprit chez nous, l'infestation, le fait qu'on commence à le sentir, il commence un petit peu à prendre sa place, l'oppression, des manifestations de plus en plus, on ne se sent pas seul, l'obsession, c'est-à-dire on ne pense plus qu'à ça, ça prend une grande place dans la maison, et la possession, donc la phase finale. Si on ne stoppait pas cette progression-là jusqu'à la phase 5, c'était toujours dramatique. Quand ils enquêtaient sur un lieu, ils jaugeaient le degré de possession selon ces 5 phases et ils s'adaptaient en fonction. Quand Ed se mit à la recherche de ses croyants, il allait les voir un peu partout dans le monde et leur demandait simplement si l'un de leurs paroissiens les appelait pour un cas de possession, qu'est-ce qu'il ferait. La plupart d'entre eux lui disaient d'aller voir un psy, d'autres lui répondaient qu'il viendrait bénir la maison, puis que si la bénédiction ne suffisait pas, on pouvait commencer à penser à faire une séance d'exorcisme. C'est un rituel religieux assez violent, hein, qui permet d'expulser une entité maléfique qui serait emparée d'un être animé ou d'un objet. Voilà. C'est quelque chose de très violent, il y a plusieurs images là-dessus, je vous conseille pas forcément d'aller les voir. À partir de là, les Warren continuèrent leurs multiples enquêtes, dont les plus connues, je vais vous en parler après. Il y en a énormément, on dit qu'ils auraient à leur actif à peu près plus de 4000 enquêtes. C'est tellement un sujet qui, je trouve, est tabou, on ne sait pas trop, que 4000 enquêtes, ça paraît tellement énorme sur leur vie, en fait, sur quelques années. Malheureusement, en 2001, à l'âge de 75 ans, Ed fut victime d'un AVC, il en deviendra aphasique et il ne marchera plus jamais. Après cette tragédie, Lorraine ramena son mari chez eux à Monroe. Elle a continué ses enquêtes pendant des années avec l'aide de Judy, donc sa fille. Comme je vous disais, on n'a pas grand chose à part ça. Mais en parallèle, elle s'occupait aussi de son mari. C'était très fatigant. Et le 23 août 2006, Edward Warren décéda à l'âge de 80 ans. Après ça, Lorraine a continué malgré tout, mais ce n'était plus la même chose. Elle recevait des personnes, elle faisait encore quelques enquêtes. Récemment, elle s'occupait encore du musée de l'occulte. Elle faisait des visites et en profitait pour raconter leur incroyable histoire. You guys were inseparable. Oh yeah, yeah, we were. We didn't do anything without one another. Nous sommes en 2019 quand je fais cette vidéo et c'est pendant que je faisais mes recherches que j'ai appris le récent décès de Lorraine Warren le 18 avril 2019 à l'âge de 92 ans. Je vais, pour que vous les connaissiez encore mieux, vous parler brièvement de leurs enquêtes qui pour moi sont les plus connues. Elles ont inspiré de nombreux films. J'insiste bien sur le fait que je ne vais que brièvement vous raconter ce qui s'y est passé pour que vous compreniez un peu l'histoire, mais je vais surtout vous parler du rôle qu'ont eu les Warren dans ces enquêtes-là.
Pour m'aider dans mes recherches, j'ai lu des bouquins, j'ai regardé beaucoup de sites internet, beaucoup de vidéos, j'ai également re-regardé des films. Je vous invite du coup à lire le livre si vous êtes intéressé par les Warren, franchement il est bien. La première histoire qui a fait de ce couple un couple de renommée mondiale, elle a inspiré le film Conjuring. Je vais donc vous parler de l'histoire de la famille Perron. Pour la deuxième histoire, ça concerne une maison considérée comme une des plus hantées au monde, la fameuse maison d'Amityville. Mais vous êtes quoi au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connus simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Il y a quelqu'un qui aimerait vous dire un mot. On est le 1er novembre 71. Je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Notre histoire commence avec la famille Perron. Roger et Caroline Perron ont 5 filles. Andrea, Cindy, Nancy, Christine et Avril. C'est en 1971 que la famille Perron décida d'emménager dans une vieille ferme datant des années 1700 à Harrisville dans le Rhode Island. Dès l'emménagement, la famille était très enthousiaste. Ils avaient déménagé faute du voisinage avec qui ils s'entendaient pas très bien et ils étaient très contents d'emménager dans cette grande maison. Dès qu'ils ont déballé leurs affaires, le propriétaire aurait dit quelque chose d'assez suspect. Il aurait dit de surtout ne pas éteindre la lumière la nuit, c'est quand même assez étrange. Les jeunes filles ont commencé à voir des choses, disent avoir vu des apparitions au sein même de la maison. Things began to happen in the house. See multiple spirits in the house. Puis toute la famille se serait vite sentie concernée. Malgré ça, la famille a expliqué qu'ils semblaient tellement inoffensifs, voire bienveillants, qu'ils auraient accepté le fait de vivre avec eux. Il y en a un qui apparemment laissait derrière lui une odeur de fleurs. Certaines petites filles se seraient liées d'amitié avec certains fantômes. Les événements ont commencé à prendre une tournure différente. Par exemple, les lits se soulevaient et des cadres photos tombaient. Il y avait une ambiance beaucoup plus pesante. C'est environ 1 an après leur arrivée qu'ils ont ressenti qu'il y avait parmi eux de mauvais esprits. Certaines filles se faisaient tirer les cheveux. Nancy? Les portes claquaient violemment. Mais la personne qui était la plus tourmentée dans la famille Perron était Caroline, la mère de famille. Elle aurait identifié l'esprit qui la tourmentait, un esprit qui s'appelait Bathsheba. Grâce à ses recherches, Caroline aurait découvert par la suite qu'une certaine sorcière nommée Bathsheba serait morte de façon étrange dans la ferme. Là, j'ai lu pas mal de choses sur la façon dont elle serait morte, le suicide, l'assassinat, on sait pas. C'est ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a? Ce serait en 1974 que les célèbres époux Warren, qui enquêtaient à ce moment-là dans le Rhode Island, venirent visiter la maison de la famille Perron. Dès que Lorraine serait entrée dans la maison, elle aurait ressenti une présence qu'elle nommera également Bathsheba. Selon les recherches des Warren effectuées par la suite, Bathsheba aurait maudit la ferme et ses futurs occupants. On a répertorié beaucoup de tragédies au sein même de cette maison, bien avant l'emménagement de la famille Perron. Lorraine et Ed seraient repartis, mais Lorraine aurait été inquiète par la suite pour la famille. Really bad. It's a very bad place. En tant pas croyants, ils étaient plus vulnérables et que l'esprit qui habitait leur maison était très malfaisant. Pour eux, si tu n'avais pas la foi, tu ne pouvais pas te défendre. Un soir, les Warren, accompagnés de médiums, de chercheurs et d'un prêtre, retournèrent chez la famille Perron. Très rapidement, la situation aurait dégénéré et Caroline aurait été possédée par la sorcière. Un exorcisme fut entamé. God damn it, stop it! Understand this? We are now fighting for her soul! In the name of Jesus Christ, the saints and all the angels, I command you to reveal yourself! La séance fut tellement intense pour tout le monde que Roger aurait comme pété les plombs et il aurait carrément frappé Ed au visage afin de pouvoir porter secours à sa femme. Dans le livre qu'Andrea, l'une des 5 filles Perron, écrivit, ce fut la nuit la plus terrifiante de sa vie. Fou de rage, Roger demanda aux enquêteurs et aux Warren de quitter les lieux. Les Perron auraient dit par la suite que même si les intentions des Warren étaient bonnes, leur intervention n'aurait fait qu'empirer les choses.
et dès qu'il serait parti de la maison, Lorraine aurait été dépossédée. C'est en 1980 que les Perron finirent par quitter la maison. Faute d'argent, ils n'ont pas pu partir avant. Ils ont donc vécu 10 ans dans cet enfer. La maison existe encore aujourd'hui. Le film qui a révélé les époux Warren est inspiré donc de cette histoire. Ce film, donc Conjuring, a été tourné et réalisé grâce au livre d'Andrea Perron et grâce à l'aide du couple Warren. Years ago, the world was not prepared for this. Donc la seconde histoire concerne la maison du diable Amityville. L'histoire commence en 1965. Ronald et Louise DeFeo et leurs 5 enfants achetèrent une grande maison à Amityville aux États-Unis. Ronald, le père, était concessionnaire et travaillait avec son fils, Ronald Jr. DeFeo. Donc 10 ans après avoir emménagé, le 14 novembre 1974, Ronald Jr. entre dans un bar, le Henry's Bar, et crie à l'aide aux clients. Et il aurait dit « Venez m'aider, je crois que mes parents sont morts ». Accompagnés de plusieurs personnes, ils allèrent dans la maison de Ronald et ils y firent une macabre découverte. Les parents ainsi que ses frères et sœurs ont été assassinés. 6 members of the family were found last night in bed, shot and killed. Quand la police est arrivée, Ronald Jr. Leur explique que la mafia pourrait être responsable. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Ronald avoua avoir tué toute sa famille sous l'emprise d'une voix. Il fut donc reconnu coupable en 1975 du meurtre de toute sa famille. L'histoire de possession fut complètement écartée. À peine un an après cette histoire, George et Caitlin Lutz rachetèrent la maison pour la maudite somme de $80 000. La famille Lutz connaissait à peu près l'histoire, mais apparemment ça ne la dérangeait pas tant que ça. Les Lutz se composent de George et Caitlin, les parents, et leurs 3 enfants, Daniel, Christopher et Melissa. Ils expliquèrent que très rapidement, ils ressentirent des choses étranges, des odeurs désagréables. George se réveillait toutes les nuits à 3h15 du matin, l'heure approximative du drame de la famille DeFeo. Caitlin, elle, faisait beaucoup de cauchemars concernant les anciens propriétaires. La famille entière était terrifiée par cette maison. Selon eux, la nuit la plus terrifiante de leur vie, ils finirent par quitter la maison le 14 janvier 1976 au matin, soit seulement 28 jours après leur arrivée. Une femme qui travaillait pour la télévision locale demanda aux Warren de venir enquêter sur les lieux. Le 6 mars 1976, Edward et Lorraine Warren, accompagnés de médiums, d'un professeur universitaire, de la télévision et d'un parapsychologue réputé, se rendèrent à Amityville. Cette première visite fut une des plus difficiles et éprouvantes pour le couple. Lorsque Lorraine serait entrée, elle aurait ressenti une immense tristesse. Elle dit avoir ressenti la présence de certains membres de la famille DeFeo. When I walked into that home, I knew that I was dealing with a tremendously powerful evil force. I believe the origin of evil there has to do with the grounds itself. That is what I feel. I realized I was in a home that was kind of like the ultimate in the personification of evil. La nuit du 6 mars 1976, toujours accompagnés par plusieurs personnes, ils retournèrent enquêter à la maison. Il y a plusieurs personnes de l'équipe qui accompagnaient les Warren qui auraient même été affectées. Il y en aurait même qui se seraient sentis si mal, ils auraient dû quitter les lieux. Ils étaient accompagnés de personnel de télévision et l'un d'entre eux avait posé un espèce d'appareil photo, vous savez, qui prend comme des photos un petit peu en flash, comme un peu en rafale. Une seule photo, elle est très bizarre. C'était une photo authentique. Elle a fait énormément débat. Plus tard, l'une des jeunes filles Lutz aurait reconnu le petit garçon sur la photo. Elle disait avoir joué avec lui. Jamais personne d'autre ne l'a reconnu. Après ça, la maison fut reprise par la banque. Les futurs acheteurs n'ont plus jamais rien ressenti. Et encore aujourd'hui, c'est une histoire qui a marqué les esprits. The one case that stands out in my mind as one of the most interesting and probably the most bizarre is a home
in Amityville, Long Island. Nothing else can do that other than the intelligence of something inhuman. I hope this is as close to hell as I'll ever get. Amityville House was the most haunted house we were ever in. Voilà, ma vidéo arrive à la fin. Je vais juste vite fait aussi essayer d'avoir une pensée pour les sceptiques. Voilà, il y a beaucoup de controverses. Il y a des gens qui le croient, il y a des gens qui ne les croient pas, il y a des gens qui pensent que c'est pour le profit. Toutes leurs enquêtes, ils n'ont pas fait payer aux personnes, mais en effet, ils y tiraient quand même un profit, soit des films, soit des livres. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez, comme je vous ai dit, surtout pas à me laisser des commentaires, que je vous ai dit positifs, négatifs, ça restera constructif pour moi. N'hésitez aussi surtout pas à me dire, parce que ça me ferait vraiment plaisir, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus particulièrement, si vous voulez que j'approfondisse sur une de leurs histoires, une de leurs enquêtes. Sachez que je suis passionnée par tout ce qui est histoire mystérieuse. Ça ne concerne pas que le paranormal, tout ce qui dépasse nos limites humaines, ça m'intéresse. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas pour moi ça l'a été, et à bientôt. The best protection that the devil has is a skeptical public.